Sur les chapiteaux de la nef, ces sculptures étonnantes sont l'une des singularités de Vézelay. Elles racontent des épisodes de la Bible à l'intention des fidèles illettrés de l'époque. L'église devient alors un livre, écrit dans la pierre. D'autres histoires sont ainsi retracées, et les pèlerins qui franchissaient le seuil développaient leur connaissance autant qu'ils fortifiaient leur foi. Pour certains, Vézelay était le but même du pèlerinage. D'autres, au contraire, partaient d'ici vers Saint-Jacques-de-Compostelle par les routes poudreuses. Au XXe siècle, cette paix a séduit plusieurs poètes et écrivains qui se sont installés sur la colline sacrée. La propagation du christianisme eut bien sûr des conséquences temporelles, entre autres l'essor du vin. Chaque monastère s'entourait en effet d'un enclos où il récoltait son vin de messe, et les évêques encourageaient la culture de la vigne. Avec ceux du Bordelais et de Champagne, les vins de Bourgogne sont les plus célèbres de France, et Beaune est leur capitale. De Dijon à Mâcon, plus d'1 million d'hectolitres sont produits chaque année, dont un quart de grands vins. Autant qu'un commerce fructueux, la vigne est ici une pratique culturelle, une part du patrimoine. Dans les caves du Patriarche, vieillissent lentement 1 million de bouteilles d'excellent Bourgogne. Autour de Beaune, cette région de Haute-Bourgogne regorge de crus à la renommée universelle. La présence d'un grand escarpement rectiligne, la Côte d'Or, l'abri qu'il offrait contre les vents, la nature du sol calcaire très perméable au soleil étaient des facteurs favorables à la vigne. Sur moins de 50 km, se succèdent ainsi Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges, Vougeot, Pommard, Meursault, d'autres encore. En novembre se tient à Beaune une très importante vente de vin aux enchères. Le lieu magnifique où s'estiment les cours eut jadis une toute autre fonction, ce sont les hospices de Beaune. Les atrocités de la guerre de 100 Ans, les souffrances des malades et des gueux avaient tant ému Nicolas Rolin, un conseiller de Charles le Téméraire, qu'il fit construire cet hôpital pour les accueillir. Autour de la cour, une grande galerie en bois surplombait cuisine, pharmacie et infirmerie. À l'intérieur de ce joyau gothique, jouxtant la chapelle, la grande salle des malades offrait à tous les indigents un confort alors inconnu. Aux hospices de Beaune, la compassion spirituelle et l'aide matérielle et médicale ne faisaient qu'un. La Saône, qui coule en Bourgogne, se jette dans le Rhône à Lyon. En suivant ce fleuve, 200 km au sud de la capitale des Gaules, s'ouvre la Provence aimée des peintres. En Provence, le soleil n'est jamais écrasant. Il est au contraire généreux, vital, et c'est pour lui et les paysages qu'il transcende que les visiteurs accourent. La Provence, c'est le pays des couleurs. À Roussillon, dans le Vaucluse, cette faille éclatante. C'est une carrière d'ocre, exploitée depuis des générations. Mais la légende est plus belle, qui raconte qu'une reine, en se tuant par amour, empourpra la terre de son sang.
Le village, bien sûr, est un camailleux d'ocre qui caresse l'œil. Les ruelles escarpées, le murmure clair d'une fontaine, l'ombre et la lumière se complétant, les poternes ogivales, un décor millénaire est en place. Les Romains, les Goths, les Sarrasins, les Angevins, nombreux furent les envahisseurs attirés par tant de beauté. Il fallait voir l'ennemi arriver et rendre coup pour coup. À Gordes, les maisons regroupées au flanc de la colline, au pied d'un château du XIVe siècle, si elles charment le voyageur d'aujourd'hui, étaient hier des moyens de défense. Dans cette Provence des villages, les plus grandes villes sont sur la côte méditerranéenne. L'exception à cette règle, c'est Avignon que borde le Rhône. Non loin du fleuve, l'imposante présence du palais des papes ennoblit toute la cité. Pendant tout le XIVe siècle, Avignon fut en effet le siège de la papauté, les troubles permanents qui secouaient Rome ayant fait fuir les souverains pontifes. En réalité, il y a deux palais accolés. Le palais vieux, fortifié, rigoureux comme un monastère cistercien. Et le palais neuf, plus récent de 10 ans à peine, mais plus ouvragé à l'extérieur et plus fastueux à l'intérieur. Les papes français qui se succédèrent en Avignon y amenèrent un développement prodigieux, tant artistique et intellectuel qu'économique. Sous leur règne, la cité devint un centre universitaire et une place financière courue. Clément VI est le plus marquant d'entre eux. C'est lui qui fit agrandir le palais, lui encore qui protégea les artistes dont Pétrarque, lui enfin qui acheta la ville entière, dès lors possession papale. Cette souveraineté perdura bien après le retour des papes à Rome, et Avignon ne revint à la France par vote de ses habitants qu'en 1790. Depuis 1947, renouant avec sa tradition, le Palais des Papes accueille un festival théâtral où toutes les tendances s'expriment. Et c'est la ville elle-même qui devient alors une immense scène. À propos du fameux pont d'Avignon, plusieurs légendes circulent, sans compter la vieille chanson populaire. On dit qu'un berger, Bénézet, reçut l'instruction divine de le construire. Il rallia des volontaires et en 1185, le pont était achevé. Au XVIe siècle, une violente crue du Rhône en emporta une partie. Ce qui reste a conservé le nom du berger. Il est impossible d'oublier que la Provence tire son nom du latin provincia, qui la désignait comme la première province transalpine des Romains. Leur œuvre fut immense, et leur trace est partout visible. Le pont du Gard témoigne d'ailleurs de la hardiesse des architectes gallo-romains. C'était une partie de l'aqueduc qui amenait l'eau à Nîmes il y a 2000 ans. Parmi les nombreuses voies tracées par les Romains, la Via Aurelia menait de Rome à Arles. À son terme, elle devient l'allée des Aliscans, bordée d'innombrables sépultures païennes, puis chrétiennes. Si elle fut peut-être fondée par des colons grecs, c'est bien à l'établissement de vétérans des légions romaines qu'Arles doit son essor. Ils amenèrent avec eux tout ce qui faisait l'organisation et la civilisation de Rome. Les institutions, bien sûr, mais aussi le plan géométrique des cités disposées autour du forum, l'hygiène publique ou encore la distribution de l'eau. Arles était alors la principale